Voilà. Donc, je suis Julie Toussaint, je suis neuropsychologue. J'ai une consultation privée et je travaille également au sein du pôle aménagement libre de Namur. Je suis également formatrice CPIM à l'école. Je te laisse te présenter, Gabriella. Merci Julie. Donc, je suis Gabriela, je suis la autrice de la méthode CPIM. J'ai fait mes études psychologue au Mexique, puis j'ai fait mon master en neuropsychologie ici en Belgique. Et je suis très contente aujourd'hui de partager avec vous le travail qu'on a fait jusqu'à présent donc à l'école et à la maison, mais surtout on va se focaliser sur la partie école. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir, moi c'est Kathleen. Donc de formation, je suis psychologue et institutrice. J'ai travaillé presque 20 ans en tant qu'institutrice et puis je me suis installée comme psychologue maintenant il y a 1 an et demi. J'ai découvert la méthode CPIM en tant que thérapeute premièrement et puis je me suis dit que les effets étaient tellement positifs avec les parents que en tant qu'enseignant, on devait aussi sûrement avoir un impact sur nos élèves vu le nombre d'heures qu'on passait avec eux. Et donc maintenant, ça fait oui, presque 2 ans que j'ai découvert CPIM. Merci. Ben voilà, bonjour, moi c'est Sandrine. Je suis enseignante depuis 1998, donc je suis depuis 25 ans dans la même école. Non, Je c'est pas pour suis vous. enseignante en première et deuxième primaire et c'est ma collègue ici, Kathleen, qui m'a donné envie de suivre cette formation et donc je pratique CPM dans ma classe depuis une bonne année. Voilà. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, est-ce que je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît, et de bien allumer votre caméra? Merci. Et si vous souhaitez allumer, oui, donc Giolito vient de le dire, si vous souhaitez allumer vos caméras, comme ça sera plus convivial pour tout le monde. OK. Au programme de ce soir, nous allons découvrir ensemble les fonctions exécutives. Nous découvrirons ensuite les pratiques éducatives qui vont venir aider ou freiner le développement de ces fonctions. Et puis, nous discuterons ensemble via des exemples sur concrètement à l'école comment on peut mettre certaines choses en place. Et puis, nous terminerons par la conclusion. Les enfants d'aujourd'hui, donc dans la plupart des écoles et des classes, mais également à la maison, nous observons à l'heure actuelle de plus en plus de difficultés chez les enfants. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus dans votre quotidien, dans votre classe? Vous pouvez répondre directement via le micro ou via le chat. Je vous laisse. Donc, à quelles difficultés vous êtes le plus confronté? N'hésitez vraiment pas à prendre la parole pour quelque chose de plus interactif, hein. Au niveau des troubles du comportement, au niveau de l'inhibition, Oui. Et au niveau du comportement, quel genre? euh, j'ai envie de dire plutôt genre des crises ou des motivations, impression de ne pas être là, euh, toutes sortes, Oui, hein. oui, oui, oui. Oui, merci. Merci pour les quelques exemples. Je vois aussi dans le chat des difficultés attentionnelles, des difficultés d'inhibition verbale, des enfants qui vont parler sans forcément attendre leur tour, le non-respect des consignes, le fait de répondre sans lever la main, ne pas rester en place. OK. Il y a encore d'autres choses. Difficulté à prendre en compte le point de vue de l'autre, rigidité des pensées, la gestion des émotions difficiles. Mhm. OK. Alors effectivement, ce que vous venez de mentionner ici, c'est des difficultés qu'on peut rencontrer un petit peu partout et de plus en plus.
Donc, si on doit refaire un petit peu la conclusion ici, on rencontre majoritairement des problèmes de comportement, des problèmes d'opposition, donc non-respect des règles, des enfants qui sont de plus en plus dans la négociation, des difficultés de concentration, d'attention, des difficultés de gestion émotionnelle, la frustration. Donc, dès que les enfants, ça ne va pas dans leur sens, ou si c'est pas comme eux l'avaient pensé ou le souhaiteraient, on sent qu'il y a des difficultés à gérer tout ça. Des difficultés d'autonomie qui reviennent souvent. On entend beaucoup d'enseignants qui expriment que si je suis à côté de l'enfant, tout va bien, mais si je ne suis pas à côté de lui pour lui faire des relances attentionnelles, pour lui expliquer, etc., ça ne fonctionne pas. Avec beaucoup de répétitions pour faire les choses, et alors aussi beaucoup de symptômes de type TDAH, de l'opposition, etc. Mais pourquoi? À votre avis, quelles sont les causes de toutes ces difficultés qu'on rencontre de plus en plus souvent et qui sont de plus en plus fréquentes? Idem, vous pouvez répondre soit via le micro directement ou dans le chat. Peut-être l'impact des écrans, notamment. Mhm. Donc, je laisse un peu parler les autres. Merci. Qui d'autre? Difficulté à exprimer ses émotions. Oui, ça c'était plus dans les difficultés rencontrées. Ah, j'ai une réponse ici. L'enseignement d'aujourd'hui n'est plus adapté aux enfants d'aujourd'hui. Vous savez un peu expliciter ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est moi qui ai mis ça. Ah voilà. Vous savez préciser un petit peu ce que vous voulez dire? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, enfin, il me semble que les enfants ont aussi évolué avec les années et que je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants qui fonctionnent beaucoup mieux quand il y a des activités de groupe ou des travaux à deux que tout seul rester assis sur une fiche et que des fois les interactions comme ça entre les pairs, pour certains enfants, c'est plus facile que de travailler tout seul euh, dans son coin. Et puis j'ai remarqué aussi que si les enseignants utilisent, enfin, parler entre guillemets un peu le langage des enfants, c'est-à-dire utilisent des technologies, des écrans interactifs ou des choses qui ça, ça, ça attire beaucoup plus l'attention de l'enfant. Mhm. Voilà, des choses comme ça qui me questionnent. Ce décalage entre les enfants d'aujourd'hui qui ont besoin de certaines choses et puis l'enseignement qui est, en tout cas là où je travaille, enfin, là où je suis moi en Suisse, Ouais. j'entends beaucoup d'enfants qui se plaignent, ah mais on fait toujours des fiches et des fiches et des fiches. Voilà, cette, Mhm. cette manière un peu de travailler peut-être qui correspond plus tellement aux enfants d'aujourd'hui qui ont besoin d'autres biais pour apprendre. Mhm. Qu'on devrait un peu plus s'adapter aux enfants d'aujourd'hui par rapport à la scolarité, pour que ça puisse, c'est ça? C'est un En tout peu. cas, moi en Suisse, c'est comme ça, j'entends beaucoup les Ouais. enfants se Ok. plaindre de on peut pas se lever, rester assis, c'est trop long, Mhm. on fait que des fiches et des fiches et des fiches. D'accord, je vois l'idée. Dans le chat, je vois aussi tout doit toujours aller vite, 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 passer à autre chose. On zappe facilement. Les enfants sont baignés dans l'immédiateté et ils ne peuvent différer leur récompense. Donc, c'est des difficultés d'attendre, j'imagine. Euh, voilà. Donc, les causes les plus souvent amenées, comme vous l'avez fait ici, c'est on se pose des questions par rapport aux écrans, par rapport à l'éducation, par rapport à l'école. Le rythme de vie aussi, qui est assez plus stressant, plus actif, etc., qui a plusieurs années. Et la question des troubles aussi. Qu'en est-il par rapport aux troubles? Ce qui est moins connu, c'est que les enfants possèdent les capacités pour pouvoir gérer les difficultés qu'on a répertoriées dans les différents domaines. Alors, pourquoi les enfants d'aujourd'hui présentent de plus en plus de difficultés si ils ont les capacités pour pouvoir gérer tout ça? Je te laisse répondre, Kathleen. Kathleen, on ne t'écoute pas.
on s'est rendu compte qu'il y avait une partie du cerveau qui permettait justement à l'enfant de gérer son comportement, gérer ses apprentissages. Et cette partie du cerveau, elle se trouve au niveau du cortex préfrontal. Donc, c'est vraiment ici au niveau du front. Et ce cortex préfrontal, c'est le siège des fonctions exécutives. Donc, on entend beaucoup parler pour le moment, surtout dans l'enseignement, hein, des fonctions exécutives. C'est apparu même en Belgique, dans les nouveaux programmes. Il faut travailler les fonctions exécutives. Et on va essayer ce soir d'un peu éclairer et de vous éclairer sur qu'est-ce que c'est en fait ces fonctions exécutives. Pourquoi on s'intéresse à ces fonctions exécutives? Parce que ben, ces fonctions exécutives ont une maturation tardive et prolongée. Donc, ça veut dire on peut avoir un impact, elles peuvent évoluer jusqu'à la fin de l'adolescence ou début de l'âge adulte. Donc, on a une belle fenêtre ici pour pouvoir faire progresser nos élèves ou nos enfants. Il y a une plasticité cérébrale qui est importante. Ça veut dire que ça peut se modifier au gré des expériences, au gré de ce qu'on vit, au gré des interactions. Il y a une capacité de s'adapter et de se développer et de devenir de plus en plus performant. Et alors aussi, il est important de savoir qu'il y a un développement qui est plus important durant l'âge préscolaire. Donc ça, un petit clin d'œil à nos collègues de maternelle, il y a une fenêtre qui est très ouverte et qui est très propice entre 3 et 6 ans. Mais c'est pas pour ça que les autres n'ont pas de rôle à jouer, on le verra plus tard. Alors, de façon générale, on peut expliquer les fonctions exécutives. On a repris quelques points importants, hein. Donc, on voit que les fonctions exécutives, elles peuvent aider à initier, organiser, planifier des tâches. Elles peuvent aider dans justement le contrôle des émotions dont on a parlé tout à l'heure. Elles peuvent aider l'enfant à être créatif, à avoir des idées nouvelles, à proposer des solutions inédites, à garder une information en mémoire sur un temps court. Il permet aussi de prendre des décisions. Voilà, j'ai ça en tête, j'ai ça dans ma mémoire. Je me rappelle que l'autre fois, il s'est passé ça. Sur base de ça, comment je vais prendre la bonne décision? Permet aussi de détecter et de corriger des erreurs. Cette fois-ci, j'ai fait ça, c'est pas super bien passé, je vais essayer de trouver autre chose. S'adapter au changement. Il y a un changement d'enseignant, etc. C'est pas la panique, je suis capable de m'adapter, d'être flexible. Se concentrer et inhiber des distractions. Ça, en tant qu'enseignant, il y a beaucoup d'enfants pour qui c'est très difficile. Donc, cette capacité de se mettre au travail en faisant fi de tous les distracteurs qui sont aux alentours. Alors, ça, c'est de façon générale les fonctions exécutives. Avec la slide suivante, on va pouvoir voir un peu de façon plus précise au sein de l'école, quels sont les points sur lesquels les fonctions exécutives ont beaucoup d'impact. Donc, on voit qu'il y a le comportement, que les fonctions exécutives peuvent aider l'enfant à gérer son comportement, peuvent aider l'enfant à gérer ses émotions, peuvent aussi avoir un impact sur les apprentissages, cette capacité de concentration, peuvent aider l'enfant aussi à gérer ses pensées, ces enfants qui sont parfois dans leur bulle et dans leurs pensées, qui n'arrivent pas du coup à être attentifs à ce qui se passe à l'extérieur. Et tout ça, évidemment, Adeline, Oh, Adeline, pardon. je peux te demander de fermer ton micro, s'il te plaît? Oh, je savais pas. Merci. Pardon, je savais pas. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu t'en es pas rendu compte. Il n'y a pas de souci. Merci. Et donc, on vous donnera quelques exemples plus concrets comme ça, mais ça permet vraiment d'avoir une visibilité, de dire, tiens, actuellement, dans nos classes, quels sont les différents points, les différents domaines où, en fait, on peut avoir un impact en travaillant sur ces fonctions exécutives. Et vous noterez évidemment le lien avec les problématiques qu'on a soulevées au début et que vous avez apportées en disant, tiens, au quotidien, je rencontre ça. Ici, on voit qu'il y a toute une série de ces problématiques sur lesquelles on pourrait avoir un impact grâce aux fonctions exécutives. Alors, dans les fonctions exécutives, il y a vraiment 2 points importants qui sont mis en avant dans le cadre scolaire et même dans le cadre familial. On va parler plus en détail du contrôle inhibiteur et de l'initiation. Le contrôle inhibiteur, je suis sûre que vous avez tous rencontré un enfant comme ça dans votre pratique ou dans vos classes. C'est le petit bonhomme qui fait du bruit, va pas se mettre au travail, qui termine pas ses tâches parce qu'il est distrait, qui dès qu'il a une idée en tête, il crie la réponse, qui s'agite, qui va embêter les autres, qui chipote, voilà, c'est vraiment ce petit bonhomme. Je pense que même parfois dans certaines personnes peuvent le reconnaître dans leurs propres enfants. C'est ici, on parle de quoi dans ce contrôle inhibiteur? C'est ce bouton stop. Ce bouton stop, stop à différentes choses. Ça peut être stop à nos propres envies. Là, j'ai super envie de faire quelque chose, de chipoter, d'enquiquiner mon voisin, etc. Mais en fait, c'est pas ce qu'on me demande. On me demande de faire autre chose de correct ou de demander, je dois pouvoir activer mon bouton stop pour le faire.
Aussi, ce stop, bah, il fait beau dehors, c'était super gai à la récréation. Stop, je dois me recentrer pour pouvoir me concentrer sur mon travail. J'ai très envie de parler, mais on est beaucoup en classe. Stop, j'attends avant de parler, je lève la main pour prendre la parole. J'ai envie de bouger, mais je suis pas à la salle de gym. C'est le moment où je dois me calmer. J'active aussi ce bouton stop. Ça, on voit vraiment que c'est dans, de nouveau, les plaintes qui ont été rapportées au début. On voit que ça intervient dans beaucoup de difficultés rencontrées. On voit aussi qu'en fait, ce bouton stop, eh ben, il a un lien avec les émotions. En effet, si je ne suis pas capable de me mettre à la place des autres, si je ne sais pas mettre stop à mes envies, eh bien, c'est difficile, du coup, ben, de me retrouver face à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue que moi. Ou, par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'accord, simplement, je choisis un jeu dans la cour, je ne suis pas d'accord avec le jeu de l'autre, mais je dois pouvoir parfois mettre stop à mes envies pour aussi entendre le point de vue de l'autre. Et donc, développer cette empathie. Pouvoir aussi, je suis en colère, je tourne en boucle, je suis énervée, pouvoir mettre stop à ces pensées qui ruminent, etc., pour pouvoir gérer mes émotions et que ma colère ne prenne pas des ampleurs énormes et qu'elle devienne gérable et socialement acceptable. Et puis tout ça, évidemment, quand tout ça est plus sous contrôle et plus efficace, bah, évidemment, ça coule de source bah, que les relations sociales sont meilleures. Je peux me mettre à la place de l'autre, je peux entendre le point de vue de l'autre, je peux m'adapter en fonction des réactions, etc. Ben, au niveau du comportement, le lien, il est aussi évident. Si un enfant a bien intégré cette notion de stop, ben, ça veut dire qu'il a intégré le fait de pouvoir intégrer les règles, en fait. Et donc, j'ai compris qu'il y avait des règles, j'ai compris qu'il y a une série de choses que je devais faire bah, quand on me le demande et pas nécessairement écouter juste mes envies. Et donc, quand on me demande quelque chose, bah, j'arrive à le faire sans négocier, sans vouloir à tout prix exprimer mon point de vue, sans qu'on doive me répéter les choses plusieurs fois parce qu'on me dit, OK, on m'a demandé quelque chose, je vais le faire, sans attendre de l'adulte qui justifie ou qui l'explique encore. Donc, tout ça va avoir un impact évident sur le comportement. De façon plus spécifique, au niveau scolaire, quand vous avez du mal à faire le stop et qu'on vous demande de commencer un travail, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir mener à bien ce travail? On se rend compte que là, c'est difficile évidemment de mener le travail puisque si on est perturbé par ces idées, si on regarde les copains aux alentours qui chipotent, si on se retourne parce qu'il y a une porte qui claque, en fait, c'est difficile d'être bien concentré sur sa tâche et même si on est distrait, de pouvoir revenir dans la tâche pour atteindre son objectif qui est de terminer la tâche. Et donc, ça, c'est vraiment un problème qu'on rencontre dans nos classes, c'est on dit il n'avance pas, il termine pas son travail, il fait pas, il n'arrive pas à l'objectif. On parle beaucoup de différence de rythme. Ça peut évidemment être lié à cette difficulté d'inhibition. Qu'est-ce qu'on a vu dans la littérature scientifique? Il y a plusieurs personnes qui se sont intéressées à ce contrôle inhibiteur et on constate quelque chose d'assez intéressant. On voit que cette autorégulation, donc la maîtrise de soi, le fait d'avoir un peu le contrôle, elle va être 2 fois plus prédictive de la réussite scolaire. Ça va être plus prédictif que le QI. Donc, 2 enfants qui ont un QI identique, donc, le QI, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est le score du niveau d'intelligence. Donc, à intelligence égale, on va constater qu'un enfant qui est mieux autorégulé, qui arrive à mieux gérer ce contrôle inhibiteur, il va avoir une meilleure réussite scolaire. Il y a une autre étude aussi qui a été menée qui dit que les fonctions exécutives, elles sont plus importantes que le QI dans l'acquisition des compétences en lecture et en mathématiques. Donc, de nouveau, un enfant qui va pouvoir mobiliser ses fonctions exécutives, qui va pouvoir les utiliser adéquatement, il va avoir plus facile en lecture, en mathématiques, qui sont en général un peu les 2 grandes matières clés dans l'enseignement. Au niveau de la littérature scientifique aussi, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de voir ce fameux test du marshmallow. Il a circulé tout un temps sur le net où on voit un examinateur qui dépose un marshmallow sur une assiette devant un enfant et il dit à cet enfant, je vais faire une petite course et puis quand je reviens, eh bien, si le marshmallow il est toujours là, eh bien, je t'en donne un deuxième et si le marshmallow il n'est plus là, en fait, voilà, tu n'en auras eu qu'un et c'est tout.
Ils ont fait cette expérience avec 1000 enfants, donc c'est vraiment une expérience importante. Et ce qui est assez impressionnant dans cette étude, c'est que les sujets ont été suivis de la naissance jusqu'à leurs 32 ans et qu'ils ont fait vraiment une étude longitudinale. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que le contrôle inhibiteur dans l'enfance, donc les enfants qui ont été évalués et qui ont eu un bon contrôle inhibiteur ou au contraire un moins bon contrôle inhibiteur, ça va avoir un impact à l'âge adulte dans plusieurs domaines qui sont importants. Donc, même la santé physique, leur qualité de vie, la dépendance aux substances, ben on retrouve, hein, est-ce que oui, je sais m'arrêter de consommer? Est-ce que si on me demande quelque chose et je sais que c'est pas bien, est-ce que je sais mettre mon stop pour, euh, pour refuser? Ben, tout ce qui est finance, la planification dans son salaire, je reçois mon salaire sur mon compte, est-ce que je vais hop, tout dépenser dans les 10 premiers jours parce que j'ai plein d'envie, j'ai plein de désirs, ou je vais réussir à mettre mon stop? Donc, on voit que ça, à l'âge adulte, c'est un impact très important, même au point allez, le taux de criminalité, les comportements ou les troubles de conduite. Donc, on voit vraiment que c'est quelque chose qui a un impact sur beaucoup d'éléments. Là, donc, c'était le premier point. Donc, c'était le contrôle inhibiteur qui était un des premiers points importants dans les fonctions exécutives. Et là, je vais passer la parole à Julie qui va vous aborder le deuxième point. Donc, la deuxième fonction très importante, c'est l'initiation. Et l'initiation, c'est ce bouton Start. C'est ce deuxième bouton, le bouton Start, qui va permettre de s'activer, de se mettre en route par soi-même. Donc, de moi-même, je pense à faire les choses, de moi-même, je me mets en route, je sais ce que je vais devoir faire, je sais comment je vais les faire. Donc, c'est vraiment un peu cette procédure, un petit peu notre GPS intérieur qui nous permet de savoir et de nous guider de comment on fait et comment on se met en route. Et donc, ça reflète par exemple les enfants, vous les aurez sûrement déjà vus aussi, qui, si on ne leur dit rien du tout, ils ne font rien. Et ils sont là et ils attendent. Donc, ils sont face par exemple à une difficulté, ben, ils vont attendre que l'adulte vienne vers eux. Ils ne vont pas prendre l'initiative de demander la parole, ils ne vont pas prendre l'initiative de faire certaines choses. Un autre exemple assez courant que vous vivez certainement tous dans vos classes, c'est mettre son prénom. Donc régulièrement, au quotidien, vous répétez certainement à certains enfants, voire tous, mettez votre prénom sur la feuille au moment où vous distribuez les feuilles. Et certains enfants vont le mettre et d'autres enfants, ils vont le faire sous votre indication. Donc, mettez le nom sur la feuille, ils vont mettre le nom sur la feuille. Mais est-ce qu'ils s'initient? Non. Pourquoi? Parce que qui a pensé à mettre le nom sur la feuille? C'est vous, en tant qu'adulte. Et donc l'enfant, lui, on lui dit de faire, il va faire. Et donc ce qui va être important, c'est de pouvoir vraiment venir stimuler cette initiation. Donc de moi-même, je reçois ma feuille, je sais que je dois mettre mon prénom et je le mets, sans que quelqu'un doive me le dire. Un autre exemple qui peut être rencontré également, et on ne se rend pas toujours compte qu'on peut faire ce chef d'orchestre chez les enfants, c'est une institutrice qui fait un exercice de conjugaison avec les enfants, avec un en particulier. Et au moment de l'interro, l'interro est complètement raté, alors que l'enseignante avait vraiment l'impression que la matière était acquise. Cet exercice de conjugaison, c'était par exemple l'enseignant qui vient vers cet enfant et qui lui dit, bon, regarde, ici, il y a aujourd'hui, donc, c'est quel temps? Et l'enfant va répondre, aujourd'hui, c'est le présent. Ok, super. Donc, c'est le présent. Le verbe ici, à quel groupe il appartient? Premier groupe. Très bien. Tu, donc, on va dire, aujourd'hui, tu... Et l'enfant donne la bonne réponse. Tu manges. Et avec tu, qu'est-ce qu'on met? S. Donc, en soi, l'enfant, quand on lui pose les questions, il sait. Mais face à son interro, cet enfant, est-ce qu'il a pu lui-même se poser des questions? Non. Parce qu'il avait eu l'habitude que c'était quelqu'un d'autre qui venait faire cette procédure. Donc, quand il s'est retrouvé devant cette feuille, il n'a pas su refaire tout ça, malgré le fait qu'il connaissait la matière. Donc, ça montre que c'est très, très important d'avoir un bon chef d'orchestre à nous. Et on se rend compte que
souvent, c'est l'adulte qui vient faire le chef d'orchestre pour l'enfant. Et donc, est-ce qu'il peut se développer chez les enfants? Ça devient compliqué. Par rapport à cet exemple, je vais te laisser Gabi faire le lien, mais cet enfant qui, tout seul, ne parvient pas à faire l'exercice, est-ce qu'il peut construire sa confiance en lui? Gabriela, on ne t'entend pas. Donc là, je vois des noms. Flora, tu dis non. Pourquoi? Ah voilà, j'ai pas vu moi. Non, parce qu'il fait pas l'expérience par lui-même, donc il va pas avoir de retour positif donc il va pas prendre confiance en lui. Exactement. Est-ce que pour vous toutes, est-ce que ça vous semble aussi logique comme oui? Tout le monde est d'accord avec la réponse de Flora? Oui, ok. Donc, Julie, tu allais continuer? Non, non, c'est à toi, Gabi. Je te dois laisser la Ok. parole. Oui. Je Donc, sais pas. si on observe avec ces cas, l'enfant, elle avait les réponses, mais s'il y avait quelqu'un qui l'aidait à mobiliser ces réponses, non? Quelqu'un qui faisait les filtres, comment les utiliser. Mais si elle ne connaît pas la manière d'arriver à ce schéma où il y a les réponses, c'est là où ça va, ou en tout cas pour elle, ça la pose problème. Et tout à l'heure, Kathleen et Sandrine vont présenter différents et nombreux exemples qui justement vont illustrer cette fonction, l'initiation. Donc, si on reprend, l'initiation va nous aider à connaître, à mobiliser nos propres capacités, nos propres ressources. Si je le fais, donc j'ai besoin, moi, de l'adulte, de l'extérieur, pour arriver au résultat ou à la demande de ce moment. Si la fille, donc, elle ne connaît pas le chemin pour arriver à utiliser ses compétences, mais c'est maman ou peut-être c'est la professeure qui l'aide. Donc, elle met effectivement la confiance, quand Flora l'a dit tout à l'heure, chez l'extérieur, que ce soit professeur, que ce soit les parents. Et donc, elle n'a pas l'occasion de connaître à nouveau ou avoir une représentation fidèle de ses compétences. Et ça, justement, va aider au développement de sa confiance en soi. Mais est-ce que cela aussi aura un impact dans l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'évaluation qu'on fait de nous-mêmes, que ce soit avec nos compétences, mais en tout cas avec les ressources que nous avons. Donc, on peut observer qu'effectivement, ces fonctions exécutives vont être très importantes pour gérer les comportements, pour gérer nos capacités cognitives comme l'attention, la concentration, et donc pour acquérir ou pour faciliter l'accès aux apprentissages, mais également, elles auront un rôle ou une conséquence sur la confiance de l'enfant, mais aussi dans la construction de son estime de soi. Alors, on l'a déjà vu, ces fonctions exécutives qui sont très importantes, qui correspondent aux fonctions les plus évoluées de notre cerveau, se situent ici dans le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal, on l'a vu avec Kathleen, il va se développer pendant longtemps, de l'âge préscolaire jusqu'à la fin de l'adolescence. Mais ce cortex préfrontal, le développement de ce cortex préfrontal dépendra des facteurs génétiques et facteurs environnementaux. Parmi les facteurs environnementaux, on les a ici dans les slides. Donc, il y a le stress, les situations d'adversité, les situations de pauvreté, mais aussi il y a les expériences sociales, y compris les interactions avec les parents et les pères, les enseignantes. Donc, on a un rôle très important sur le développement de ces fonctions exécutives. Alors, une des fonctions les plus connues du cerveau, c'est le langage.
Comment l'enfant a appris à parler? Qui voudrait prendre la parole? Comment un enfant apprend à parler? Par imitation. Oui, par imitation, effectivement. Donc, il y a une stimulation. Et c'est justement ça qui va favoriser une stimulation de l'extérieur. Comme rappel, les fonctions exécutives sont aussi une fonction du cerveau, mais ils auront la même logique que le langage. Pour les développer, il faut passer par la stimulation. Et la question qu'on peut se poser, c'est ces fonctions qui sont très importantes et qui sont une des plus méconnues du cerveau. Si on ne connaît pas comment elles fonctionnent, quels sont les mécanismes, ça va être encore plus compliqué, non? Savoir comment les stimuler. Ce n'est pas étonnant pour le langage parce que ça, c'est une des fonctions les plus connues. Donc, d'où l'intérêt justement d'aller connaître ces fonctions exécutives et puis comment les stimuler sera aussi nécessaire. Et pour cela, non, pas encore. Et, et donc, nous avons ici à Vygotsky depuis l'année 1981, donc ça fait plus de 40 ans. Lui, il nous disait que pour arriver à une autorégulation, à un développement des fonctions exécutives, il fallait passer d'abord par une corrégulation externe, que c'est via la parole, et via la parole où les personnes de l'extérieur pourront réguler l'enfant. Après, l'enfant, il pourra intérioriser les paroles ou l'exemple que l'extérieur lui donne. Mais, donc, pour arriver à une autorégulation, d'abord, une corrégulation. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que ces enfants qu'on rencontre aujourd'hui avec de plus en plus de difficultés, est-ce qu'ils ont déjà passé par cette étape de corrégulation? Ça, on ne le sait pas. On sait aussi, OK, en même temps, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes, mais l'éducation aussi n'est pas la même, non? A beaucoup changé toutes les dernières années et on est passé à un contrôle très, comment dire, oui, très extrême à un excès, non? Peut-être de psychologie positive ou de liberté. On est passé d'un extrême à l'autre. Alors, ici, nous avons autre source de la littérature qui est plus récente, donc 2010, et là aussi, il nous souligne les mêmes processus pour arriver au développement du contrôle inhibiteur et des fonctions exécutives. D'abord, il faut passer par une transition d'une corrégulation externe de la personne qui s'occupe de l'enfant vers une autorégulation interne. Et la personne externe qui s'occupe de l'enfant rentre parent et enseignant, vu que l'enfant, dans toute sa journée, il passe, non, presque la moitié, ou presque, pas la moitié, mais une grosse partie de la journée à l'école. Maintenant, je vais laisser à Kathleen et à Sandrine de présenter les pratiques éducatives. Et aussi, ils vont nous illustrer avec des exemples qu'on rencontre tous à l'école. Ok, donc un tout premier point très important, c'est comment soutenir nos élèves dans leur autonomie. Donc, c'est vraiment apporter la juste quantité d'aide aux enfants. Donc, vraiment laisser l'enfant faire ce qu'il est capable de faire. Alors, en adaptant évidemment au cas par cas l'aide qu'on peut apporter à l'enfant, mais vraiment essayer de le faire travailler, de le laisser faire ce qu'il sait faire. Et donc, ça va les aider aussi à permettre à l'enfant de réaliser ce qu'il est capable de faire. Donc, quand on faisait avant à sa place, est-ce que vraiment ça l'aidait réellement à acquérir cette autonomie? C'est des questions à se poser. Le fait de lui répéter les choses aussi, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et essayer d'éviter d'anticiper ce qu'il doit faire. Donc, je pense que tout le monde, on a mis des petits exemples ici sur le slide
de choses que vous avez déjà sûrement vécues à l'école, en tout cas les instituteurs et les institutrices. Donc, le cas où l'enfant vient en cours de récré et il vous tend sa banane ou il vous tend sa petite compote et vous, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous ouvrez la banane, vous ouvrez la compote, mais en fait, en soi, est-ce que l'enfant va apprendre et va la fois prochaine pouvoir ouvrir sa banane ou ouvrir son pot de compote? Donc, c'est vraiment l'aider dans cette fonction-là. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est peut-être lui montrer, tiens, pour la prochaine fois, tu ouvres ta banane comme ça, tu lui ouvres un petit peu la banane. La prochaine fois, ça va le faire. Vous pouvez dévisser un petit peu le bouchon de son capuchon de compote, il pourra le faire après. Même chose pour son manteau. Si un enfant voilà, laissez-le mettre son manteau. S'il a une difficulté au moment de mettre son manteau, vous pouvez démarrer la petite tirette, etc. Et lui pourra continuer. Et donc, il sera aussi très fier de lui. Et au niveau, comme disait Gabriella, au niveau de son estime de lui, de sa confiance en lui, ça va l'aider aussi dans toutes ces petites choses du quotidien. Voilà. Donc, par rapport à ce premier point de soutien à l'autonomie, c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut offrir aux enfants des stratégies de résolution de problèmes qui sont adaptées à leur âge. On n'est pas en train de dire que vous demandez à un enfant de 18 mois d'ouvrir sa banane. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est vraiment, ben tiens, comment on va permettre à l'enfant à faire ces petits pas progressifs vers une évolution. Et à ce niveau-là, il y a Bernier et ses collègues qui définissent le soutien à l'autonomie selon 3 points. Ils mettent 3 dimensions en évidence. La première dimension qu'ils mettent en évidence, c'est le degré avec lequel les parents utilisent des techniques éducatives qui vont encourager l'enfant à résoudre lui-même ses problèmes, à effectuer ses propres choix et à participer aux décisions. Un peu chez les enseignants, on apprenait ça à l'époque à l'école, c'est comment on propose dans la zone proximale de développement. Comment je vais proposer des pratiques qui vont pouvoir permettre à l'enfant de comprendre un peu ce qu'on lui veut, d'être un peu capable, mais quand même de progresser. Par exemple, un enfant on mettrait le début de sa tirette et puis il commencerait à fermer la tirette. Et avec l'évolution, ça. Ou en classe, par exemple, d'apprendre à un enfant comment on met une feuille dans une farce plastique. Parce que parfois, c'est facile, on va le faire nous-mêmes, ça va plus vite, c'est un réflexe, mais pendant ce temps-là, il ne s'entraîne pas, il n'apprend pas. Et du coup, ça devient un réflexe, il se dit, moi, je ne suis pas compétent là-dedans, je vais d'office demander à madame. Le deuxième point qui est très important, c'est attendre que l'enfant sollicite de l'aide avant d'intervenir. Combien de fois, même dans le cabinet, j'ai pas vu des enfants qui rentraient avec leurs parents et leurs parents leur disaient enlève ta veste. En fait, l'enfant, il a même pas le temps de ressentir qu'il a chaud, il a même pas le temps de ressentir qu'il a envie d'être plus confortable sans veste, qu'en fait, on lui dit déjà ce qu'il faut faire. Comme on disait aussi en classe, de nombreuses fois où on anticipe les besoins, qu'on n'a pas envie de répéter, et donc on le dit déjà d'entrée de jeu, et en fait, on ne sait pas si l'enfant en a besoin. Troisième chose, c'est prendre en compte la perspective de l'enfant en respectant son rythme. Lui laisser le temps d'expérimenter, de réussir, de rater, d'essayer. Tant qu'on ne lui laisse pas cette occasion d'expérimenter, il ne peut pas réussir du coup. Donc c'est vraiment ces 3 points-là qui sont importants et en tant qu'enseignant, c'est vraiment ça qui est important à retenir. À ce niveau-là, on avait un exemple qui était dans la gestion. Donc on est en première primaire, on demandait aux enfants d'organiser leurs classeurs et c'est vrai que c'est pratique pour les enseignants quand les classeurs sont rangés dans l'ordre des numéros. Et une des choses qu'on faisait maintenant, on disait ranger les classeurs et puis nous on repassait derrière, on rangeait les numéros, on remettait et ça nous prenait du temps. Et puis un jour on s'est dit, en fait, pourquoi pas leur laisser apprendre à ranger les classeurs dans l'ordre de numéros. Et dans un premier temps, c'est vrai qu'on se dit, ouais, on a autre chose, le programme, c'est pas ça qu'ils préconisent, ça va prendre du temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire, etc. Et en fait, cette opportunité s'est présentée où on a dit aux élèves, en fait, nous, on aimerait que les classeurs ils soient rangés dans l'ordre. Est-ce que vous pourriez vous organiser pour que ce soit fait? Et en fait, ce qui s'est passé, ça a été vraiment incroyable. C'est les enfants d'eux-mêmes, ils se sont mis en place une stratégie. Il y en a qui ont laissé des trous où il allait y avoir les classeurs des autres. Il y en a qui ont mesuré les classeurs pour voir comment ils allaient s'organiser. Il y en a qui ont dit, ah ben moi, mon numéro, il est plus petit, je vais aller par là ou par là. Et en fait, ils l'ont expérimenté une fois. J'ai juste dû le guider parce qu'ils avaient commencé par la droite, les numéros 1 plutôt que par la gauche. Mais après, au bout d'une fois, en fait, ils étaient totalement autonomes pour ranger leur classeur. Et c'est quelque chose qui est passé vraiment de façon très naturelle. Et alors que je pensais que ça allait prendre du temps, que ça allait être chronophage, en fait, ça a pris un peu de temps. Mais qu'est-ce qu'on va avoir comme gain de temps après?
Ça, c'était le premier point. Donc, c'est vraiment ce soutien à l'autonomie qu'il faut retenir en tant que parent et enseignant. Le deuxième point important dans nos pratiques à prendre en compte, c'est le contrôle positif. C'est je dis à l'enfant ce que j'attends de lui. Je le laisse ici, on dit, soit on explicite clairement les étapes pour arriver au résultat et on lui donne un feedback de son action. Donc, si on reprend l'exemple des classeurs, ben, soit je lui dis, voilà comment il faut faire pour un classeur. Ici, j'avais un peu de temps, je me suis dit, ben, j'ai envie de les laisser expérimenter. Mais on lui donne l'objectif qu'on veut atteindre. Moi, j'aimerais que quand c'est terminé, tous les classeurs soient rangés de 1 à 24 correctement, dans l'ordre. Même chose, on reviendra plus en détail le matin. Avant, on répétait tout le temps le matin, allez, prends ta gourde, prends ta farde, prends ta trousse. Et on répétait pour nos élèves. On avait l'impression que malgré tout, il y en a encore qui tous les jours oubliaient leur trousse, leur farde et oubliaient leurs affaires. Même chose, le nombre de fois quand on sort de la classe, on dit attention, mets ta chaise sous ton banc, on est mardi, il faut mettre les chaises sur les bureaux, n'oublie pas ta trousse, prends. Et on est là et on répète. À un moment, prendre le temps de dire mais voilà, moi, j'attends de vous, pour que ce soit OK de sortir de la classe, j'attends ça de vous. Et voilà ce qui se passera si c'est fait, voilà ce qui se passera si c'est pas fait. Donc, c'est vraiment d'arriver avec ce contrôle positif dans la bienveillance. Et c'est vraiment dans l'objectif de se dire, ben voilà, l'enfant, il est en train d'apprendre. Donc, si aujourd'hui il rate, ben, c'est pas grave en fait. C'est une expérience, on va peut-être le rebaliser, on va peut-être réexpliquer, on n'a peut-être pas été clair, mais on est confiant, demain, ça va certainement aller. D'ailleurs, au niveau scientifique, si on regarde un peu dans la littérature scientifique, il y a Grolnick et ses collègues qui, eux, ont trouvé déjà en 1997, donc il y a plus de 20 ans, qui avaient défini la structure. Pour eux, la structure, c'est qu'il y ait une relation claire entre les actions et les résultats et qu'il y ait des lignes directrices. Donc, voilà où on en est au départ, voilà ce que j'attends de toi et voilà comment tu peux atteindre l'objectif. Pour ça aussi, il faut donner des règles claires et cohérentes aux enfants, que ça soit justifié, que ça ait du sens, qu'on ne demande pas des choses farfelues, des choses qui prennent sens. Et puis surtout, ce troisième point, qui est parfois très difficile à tenir dans notre monde actuellement, on est fort avec la pédagogie positive, on a l'impression dès qu'on dit que c'est pas OK, qu'on peut abîmer l'enfant, que ici c'est vraiment, on a des conséquences prévisibles et un retour d'information clair sur leur action. Là, ce que tu fais, c'est pas OK. Mais c'est pas grave. On va voir les choses, comment on peut faire autrement. Ou bien, justement, là, tu as eu une autre idée, ça répond à l'objectif, c'est chouette que tu aies pris cette initiative, c'est super. Par exemple, chez les petits en maternelle, dans les classes maternelles, c'est tu mets tes baskets et quand tu as mis tes baskets, eh bien, tu peux aller te ranger dans le rang pour aller à la gym. Ici, nous, on travaille aussi très fort avec les menus du jour où on a tout qui est affiché avec ce qu'on attend de l'enfant, dans quel ordre on veut le faire, qu'est-ce qui se passe si on a des questions, qu'est-ce qui se passe quand ils ont fini. Tout est bien explicité et exprimé clairement aux enfants. Du coup, ils savent ce qu'ils doivent faire, entre guillemets, ils savent le rôle qu'ils doivent jouer, ils savent ce qu'on attend d'eux. Et du coup, c'est très, très gai parce que bah, on a des enfants, j'appelle ça des petites classes de fourmis. On a des enfants qui savent ce qu'ils vont faire, qui sont concentrés sur leurs tâches et qui sont très fiers aussi de réussir. Alors, actuellement, dans nos classes, comment ça se passe? Quand on a un enfant qui rencontre des difficultés, est-ce que vous, par exemple, quand vous avez un enfant qui a des problèmes de graphisme, qui a des problèmes d'attention-concentration, qui a des problèmes de lecture, quelle est la démarche en général que vous suivez? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez répondre par le chat ou bien prendre la parole. Qu'est-ce que vous avez comme réflexe en tant qu'enseignant ou qu'est-ce que vous avez comme option? Parce qu'on n'a pas toujours, parfois on a des réflexes, mais on n'a pas les moyens à disposition. Oui, de la remédiation individuelle, je lis. Il y a le tutorat, on peut demander aux autres de proposer. Aussi, quand vous êtes en classe et que vous avez eu l'impression d'avoir essayé beaucoup de choses, que vous avez eu l'impression, vous, d'être un peu au bout de ce que vous avez pu faire et qu'il n'y a pas d'amélioration, que ça stagne, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit que actuellement, la majorité des enseignants et la majorité des moyens qu'on a, qu'est-ce qui se passe? On va très fort cibler le suivi
comme disait la personne, on va travailler au niveau individuel. Ici, je vais aussi différencier les activités proposées. Et puis, quand tout ça, ça ne fonctionne pas, on va avoir aussi tendance à aller à l'extérieur, aller chez des professionnels ciblés. Donc, par exemple, un enfant qui a des problèmes de comportement, on va l'envoyer selon l'âge chez une psychomotricienne relationnelle, on va l'envoyer chez le psychologue. S'il a du mal à gérer ses émotions, on envoie aussi chez le psychologue. On va fort saucissonner en fonction de ce qu'on observe. Ici, avec CPIM, qu'est-ce qu'on voit? On va avoir une autre proposition. On va essayer de se dire, tiens, en fait, toutes les fonctions exécutives, elles peuvent avoir un impact là-dessus. Et donc, on va d'abord venir essayer de stimuler ces fonctions exécutives pour voir qu'est-ce qu'on a comme marge de progression. Et bien entendu, après, évidemment, un enfant qui a un gros trauma ou qui vit une histoire familiale difficile, on peut compenser. Évidemment, on peut travailler en collaboration avec des professionnels en cas de troubles d'apprentissage, etc. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il est essentiel de pouvoir d'abord évaluer et faire le point de où en sont ces fonctions exécutives. Parce que si les fonctions exécutives ne sont pas du tout développées ou pas du tout stimulées, évidemment, ça a un impact sur tous ces points qui ressortent régulièrement comme plainte. À ce propos-là, je voulais un peu demander à Sandrine de partager le cas d'un élève qu'elle a dans sa classe et d'une situation qu'on a vécue dernièrement. Voilà. Donc, c'est le cas de Vivi. Alors, c'est un enfant, juste pour contextualiser, je garde mes élèves pendant 2 ans. Et donc, ici, je suis dans ma 2e année avec eux. Pardon? C'est la première, deuxième. Pardon, oui, excusez-moi, je suis en 2e primaire. Alors, dans ma classe, j'ai un petit garçon, Vivi, qui a de grosses difficultés au niveau du comportement. Tête en l'air. Et alors, il avait de grosses difficultés au niveau graphisme. Donc, j'ai mis en place plein de stratégies, des aménagements qui parfois fonctionnaient, ne Pardon, fonctionnaient pas. Sandrine, pour te couper, mais il y a un partie de la description de l'enfant avec les difficultés qu'on n'a pas entendu parce que ton microphone a été coupé. Pardon. On m'entend bien là? Maintenant, oui. Ah. Ok. Je redémarre depuis le début ou bien? Uniquement dans les difficultés de l'enfant. Parce que ça va nous résonner. Ouais, il faut laisser le mien, Gabi. Je vais essayer de m'approcher alors. Ouais, vas-y. Je vais essayer de m'approcher du micro de Kathleen. Ok, merci. Donc, tu me disais, Gabriela, à partir de quel moment ça n'allait plus? Les difficultés de l'enfant. Oui, donc c'est un enfant, je vais redémarrer alors, qui avait de grosses difficultés au niveau de l'attention, de la concentration, qui était vite, qui arrêtait vite son travail, qui avait parfois du mal même à le démarrer. Et en plus de cela, au niveau du graphisme, c'était vraiment compliqué. Dès que je demandais une activité, ou même l'activité principale n'était pas de l'écriture, c'était très compliqué pour lui, ça lui demandait beaucoup d'énergie. Et donc, il était vite à se lasser et à laisser tomber le travail. Et donc, j'ai mis beaucoup d'aménagements en classe pour lui, parfois des choses qui ont fonctionné, d'autres pas. Et puis, ici, avec la méthode CPIM et les réflexions que j'ai pu avoir aussi avec Gabriela, on a réfléchi à des stratégies, on a réfléchi aussi à son mode de fonctionnement, etc. Et donc, j'ai mis en place avec lui du travail plutôt séquencé. J'ai aussi proposé aux parents de faire des séances de graphisme. Et au fur et à mesure des jours qui sont passés depuis ce que moi j'ai mis en place pour travailler son impulsivité, son manque d'initiation, etc., j'ai observé rapidement de belles évolutions. D'ailleurs, ici, toutes les séances de graphisme viennent de s'arrêter cette semaine. C'est un enfant maintenant qui est très fier de ce qu'il fait parce qu'il arrive à terminer ses activités. Il a une écriture qui n'est pas parfaite, mais qui vraiment c'est le jour et la nuit par rapport au début de ces séances de rééducation. Et donc ici, Vigo démarre vraiment dans les apprentissages
et a une grande, grande confiance en lui et il est fier de montrer tous les jours ce qu'il sait faire. Il termine ses activités et puis quand il a fini ses activités, ben, il a ses temps libres comme tous mes petits loulous en classe. Et donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc c'est vraiment travailler ses fonctions exécutives en plus de tout le reste, ben, ça va aider en fait. Et donc j'avais tout départ, je souhaitais le proposer aux parents d'aller chez une neuro pour faire des tests d'attention, concentration. Et au final, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que grâce à toutes ces stimulations des fonctions, ben, je suis arrivée à enlever toutes ces difficultés-là, en tout cas à y arriver un maximum. Et donc, ça a été vraiment Vigo à évoluer positivement. Et moi, je voulais juste vous poser la question, vous pouvez aussi répondre de vive voix ou par chat. Quand on stimule toutes ces fonctions exécutives à l'école, que ce soit pour des enfants en difficulté ou pas du tout, à votre avis, qu'est-ce que ça peut apporter à l'enseignant, à la classe, aux enfants? Oui, ça permet de différencier, oui. Quel pourrait être plus Moins de efficace? fatigue pour Tout à fait, l'enseignant parce qu'il doit au moins répéter. tout à fait, oui. Plus d'autonomie pour les enfants. Oui, oui, tout à fait. Un meilleur cadre de travail. Mhm, tout à fait. Vous allez vous rendre compte que en tant qu'enseignant, vous allez beaucoup devoir moins répéter, donc être moins le perroquet. Je le dis maintenant, je suis plus un perroquet. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de... Les enfants vont être leur propre chef d'orchestre. C'est plus vous qui allez le faire à leur place. Les enfants vont utiliser, développer des stratégies et ça va vraiment les rendre fiers. On peut passer au slide suivant, si tu veux bien, Gabriella. Alors, comme certains disaient, ben, ça va être un gain de temps et d'énergie. Vous allez aussi constater que les élèves entre eux vont parfois s'aider. Et donc ici dans ma classe, j'ai beaucoup d'enfants en fait qui, même moi je suis occupée, ils vont répéter aux autres quand il y a un oubli de quelque chose. Ils vont même aller donner un petit coup de main ou réexpliquer quelque chose à un copain. Et parce que moi aussi, je leur donne l'occasion de le faire et je l'autorise, hein. Comme quelqu'un disait, ben, votre ambiance de classe va être aussi beaucoup plus sereine et les élèves vont s'adapter plus facilement au changement aussi. Ils vont être moins frustrés quand il va y avoir un changement. Donc moi, je travaille, comme avait dit Kathleen auparavant, avec tout un programme du jour. Et si ce programme est perturbé à un moment dans la journée, parce qu'il y a parfois des imprévus, eh bien, ces enfants vont être beaucoup moins perturbés, ils vont être moins déçus, moins frustrés, moins perturbés, etc., par tous ces changements de classe. Euh, voilà, et je voulais tu as quelque chose à rajouter Non, je peut-être? disais, je pensais peut-être à un exemple très concret. Quand on est en première primaire, il y a quelque chose qu'on reproduit chaque semaine dans la lecture des mots. Les enfants doivent Oui, découper tout des à fait. étiquettes avec d'un Mhm. côté les dessins et de l'autre côté les mots à lire. Et on doit vraiment coller sur la feuille. Il faut laisser de l'espace pour qu'on puisse venir mettre les mots à côté des bons dessins. Et donc, c'est vrai que ça, pendant très longtemps, on prenait chaque fois un moment bien précis où tout le monde en même temps, on disait aux enfants, allez, maintenant on découvre tout l'extérieur. Maintenant, on sépare les dessins des images. Maintenant, tu plies ta feuille en deux, tu viens coller les bandes de chaque côté. Et on faisait tous et on attendait que tout le monde fasse tout ça en même temps. Et chaque semaine, on répétait la même chose, on répétait. Et maintenant, avec la collègue dans la classe de qui je travaille, on a décidé de prendre une fois le temps de dire, mais voilà, maintenant, on va dire, les amis, voilà ce qu'on attend de vous. Ça, en premier, on met dans sa tête, en premier, on fait le cadre. C'est clair pour tout le monde, on fait le cadre. En deux, on sépare les dessins des images. Et en fait, on l'a fait. Et maintenant, en fait, chaque enfant est autonome. On répète plus. Ils savent faire l'ordre. Alors, de temps en temps, on leur dit, il y a quelque chose que tu as oublié, bah, tu peux poser une question, dire que tu en as besoin ou tu peux aller chez un copain. Et ce qui est dingue, surtout, c'est la différence de climat de travail. Pourquoi? Parce qu'avant, tout le monde devait faire la même chose en même temps. Ben, les plus rapides devaient attendre les plus lents. Du coup, ça prenait du temps, ça faisait du bruit, on les perdait, ils chipotaient, ils attendaient, ils jouaient avec leurs ciseaux, etc. Et en fait, maintenant, on est quand on fait cette activité-là, on a vraiment plus l'impression d'avoir toutes des petites fourmis qui font leurs tâches, qui vont chercher leurs feuilles, qui plient, tous à des rythmes différents, qui font leurs popotes et avec beaucoup de bienveillance.
comme nous, on n'est plus en train de beugler, comme je dis, et de répéter, de crier, tout le monde, eh ben, en fait, il fait calme dans la classe, les enfants chuchotent aussi, parlent calmement, et voilà, on a vu vraiment des grandes différences dans plusieurs moments clés comme ça dans notre vie scolaire. Oui, pour rebondir à ton exemple, Kathleen, effectivement, donc là, l'enfant, il a eu l'occasion, ¿no? De réfléchir à ce moment-là, OK, comment je dois faire, quelles sont les différentes étapes, et là, il a fait quoi? Il a mis en place son initiation. À ce moment-là, il a eu une stimulation de son initiation. Il a eu d'abord un cadre qui lui expliquait exactement ce qu'on attendait de lui. Suite à ça, on lui donne l'occasion. Il n'avait pas répété oui le premier jour. Le deuxième jour, donne-moi des aides parce que lui, il doit aller la chercher ici. S'il la cherche, donc cela veut dire que lui, il va à ce moment-là stimuler son initiation. Pour les enfants qui ont du mal à s'arrêter, à ce moment-là, il va stimuler, on va stimuler son inhibition. C'est avec un tout simple geste. Mais là, l'enfant, pendant l'exemple de Catherine, il a eu l'occasion d'activer à différentes reprises les différentes étapes. Donc, on a stimulé 2, 3, 4, 5 fois son initiation. Puis, effectivement, donc, il a pris, il se rendu compte, je suis capable. Donc, et le fait de les amener à utiliser ces compétences, ces capacités, cela leur permet de mieux se gérer dans la classe. Aussi, on peut faire la réflexion, alors, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a beaucoup de, comment dire, de pas contrôle, peut-être ça aussi c'est un signal que les enfants ne sont pas amenés ou ne sont pas en train d'être stimulés, ¿no? Dans ces compétences. Parce que c'est vrai qu'on observe depuis l'application de CPM, c'est que quand l'enfant se met dans ces apprentissages, que va-t-il faire? Il s'adapte mieux à ce qui est attendu. Et ce qui est intéressant, donc, comme on l'a révisé jusqu'à présent, l'enfant a les compétences. Et c'est grâce à ces fonctions exécutives. Et regardez comment, via votre interaction, ils ont l'occasion de mettre en œuvre ces compétences. Si on observe les exemples de Kathleen, de Sandrine, sont elles qui ont modifié sa position. Et ça les a amené aux enfants de modifier, non? Ça, comment dire? Oui, de modifier ces étapes ou la manière de réaliser les différentes tâches. Voilà, donc nous avons donc réalisé que dans nos classes, on était souvent le chef d'orchestre de nos élèves. Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets qui vous viennent en tête par rapport à ça? Quand est-ce que dans vos classes, vous êtes chef d'orchestre? Si vous avez des idées. Après, je vous montrerai un petit listing et vous allez peut-être vous y retrouver, mais est-ce que vous avez déjà des choses qui vous viennent en tête? La question, c'est de se demander, est-ce que par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, est-ce que vous aussi, vous êtes en train de vous dire, ah, tiens, dans ma classe, à ce moment-là, en fait, c'est moi qui fais le chef d'orchestre et mes élèves ne font pas leur propre chef d'orchestre. On appelle ça le chef d'orchestre ou on leur La donne aussi un béquille. peu, c'est la béquille, comme on dit. Est-ce que je suis à ce moment-là, en fait, la béquille de mes élèves? Est-ce que je, pas les empêche, mais je ne leur permets pas, en fait, de se déployer, de montrer ce qu'ils savent faire de façon autonome? Est-ce que vous avez des exemples concrets qui vous viennent de certains moments clés dans votre quotidien d'enseignant ou même de parents, hein, s'il y en a, il y a des parents qui sont là, vous avez le sentiment que vous faites ou vous répétez ou vous êtes ce chef d'orchestre de vos enfants ou de vos élèves? On Moi, j'en appelle. ai une, par exemple, une enfant qui a des difficultés à découper. Elle a beau avoir des ciseaux spéciaux. Je le fais parfois à sa place pour aller plus vite, gagner du temps, mais en fait, je devrais plus la laisser faire. Et l'autre fois, elle a fait elle-même, elle était fière, donc voilà. Bon. Je vais rebondir sur ce que vous dites. En fait, j'avais la même chose en classe. Donc, il y avait un enfant qui prenait énormément de temps à découper. Et donc, qu'est-ce que ma collègue, co-enseignante, faisait? Ben, régulièrement, on allait près de lui, on continuait le découpage pour lui. Et en fait, un jour, on a surpris le loulou dire à son copain, et de toute façon, t'inquiète, elle va découper pour moi.
Et donc, il avait compris que le fait qu'on venait à chaque fois l'aider, on le sauvait. Donc là, on faisait sa béquille à chaque fois. Donc maintenant, il découpe tout seul. Et il s'est bien découpé, hein. Donc voilà, c'est vrai. Il faut les laisser faire. Ouais. Tu sais passer au slide suivant, peut-être, Gabriella? Il y Et a d'autres après aussi, comme on le disait, hein, il faut laisser faire pour leur donner l'opportunité de faire le premier petit pas. On n'est pas en train de dire qu'il y a qu'il y a pas d'enfants qui ont des problèmes moteurs ou des difficultés et que ça n'existe pas. C'est pas ça qu'on dit. On est en train de dire que quand on les a laissés essayer, qu'on a expérience, comme disaient certaines personnes dans le chat, on doit adapter la quantité qu'on va demander ou peut-être adapter et permettre à l'enfant, si on le laisse essayer dans un premier temps, découper une page ou une demi-page plutôt qu'une page complète, mais aller chercher cette zone de là où il est et de lui laisser l'opportunité d'aller chercher juste le prochain petit pas qui vont lui permettre en tout cas d'expérimenter et d'essayer et de lui permettre de potentiellement réussir. Il y a plusieurs exemples, hein. Avant, quand l'enfant avait fini de lire, hein, systématiquement, on lui disait, tu mets ta feuille dans ta part. Ici, on a pris un temps pour leur expliquer comment classer, comment ranger. Et donc maintenant, on ne doit même plus leur expliquer. Ils savent que quand ils ont fini, je sais pas moi, une feuille de calcul, ils savent dans quel bac le mettre, etc. Donc, ils sont vraiment autonomes par rapport à ça. On a travaillé le fait de, quand on distribue une feuille quadrillée ou lignée, on s'est dit en fait, est-ce qu'on leur a déjà un jour appris à comment la positionner de manière à ce que nous, on n'ait pas une crise cardiaque quand on les récupère et que la feuille, la marge est à droite alors qu'elle doit être à gauche, que les trous sont dans le mauvais sens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le temps. Un jour, ça a duré quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. On a distribué toutes les feuilles dans tous les sens possibles et imaginables, et on leur a expliqué comment on devait procéder pour bien commencer l'écriture sur une feuille, donc mettre sa marge du côté gauche, et les petits trous, même chose, etc. Donc on a joué à ça, on s'est amusé à les redistribuer, et donc les enfants maintenant, dès qu'on leur distribue des feuilles, savent les repositionner correctement à l'endroit. Comme disait Kathleen il y a 5 minutes, on met plus notre doigt quand un enfant lit près de nous. L'enfant le fait de lui-même et il suit avec le sien. Euh, quand les enfants ont fini de travailler, etc., qu'ils doivent ranger, je ne sais pas moi, dans mon classeur, etc., parce qu'on travaille beaucoup sous forme de fiches, mais les enfants savent comment remettre dans un classeur. Et puis, ce que je me rends compte de ça, c'est qu'en fait, moi, je ne gère plus tout ça. Donc, si un enfant a mal mis une pochette, l'enfant qui suit va l'aider à la remettre en ordre, etc. Et tout va s'autogérer et s'autoréguler tout seul sans mon aide. Même chose quand on travaille avec des enveloppes et des étiquettes, remettre les enveloppes à l'endroit, dans le bac, dans l'ordre des numéros, etc. Tout ça, ils le font d'eux-mêmes. J'ai des enfants aussi qui ne savaient pas mettre un élastique autour d'un tas de cartes. Et donc, qu'est-ce qui était facile pour moi? Je prenais son tas, je mettais vite l'élastique, c'était fait en 30 secondes et ça prenait pas de temps et moi, je m'énervais plus. Mais en fait, je me suis dit, mais si je mets l'élastique à chaque fois, effectivement, il va jamais prendre le pli de le mettre et il va jamais savoir le mettre lui-même. Donc, j'ai pris le temps avec certains élèves de leur montrer comment faire et puis je les ai laissés faire. Et donc, maintenant, je n'ai plus aucun enfant qui vient me demander pour mettre cet élastique autour de ces jeux de cartes. Et puis, alors, il y a tout ce qui est mettre, donc en fin de journée, j'ai expliqué explicitement, j'ai pris du temps pour expliquer aux enfants comment ranger leur bureau, etc. En fin de journée. Début de journée aussi, comment vider sa part. Mais tout ça, ça prend du temps. Ça prend parfois 1 à 2 semaines, mais les bénéfices sont là après et ils sont autonomes. Ils s'organisent, ils sont leurs propres chefs d'orchestre et les élèves entre eux s'entraident aussi. Donc, dans ma classe, quand il faut quitter, ils savent que leurs bancs doivent être bien rangés, leurs chaises sous le bureau, plus rien dessus, etc. Et les enfants, en sortant, s'ils remarquent quelque chose de leurs copains, ils vont aller vite les rappeler et ils n'ont même plus besoin de mon aide ou de... Moi, je ne dois plus être le perroquet, leur béquille. C'est d'eux-mêmes qui vont faire toutes ces activités-là. Il y a Euh, ici une question. Ah, Il y a, pardon, j'ai pas il y a vu. Adeline qui demande elle dit qu'elle a des bacs pour que les enfants rangent leurs Ouais. feuilles et qu'il y en a encore qui, tous les jours, demandent où est-ce que je dois mettre ma feuille. Mhm. Et
Moi, ma question, Adeline, si vous voulez, c'est de vous demander en fait, et qu'est-ce que vous leur répondez en fait, ou quelle est votre réaction quand l'enfant vous demande ça? Mm. Je sais pas si Adeline est là. Ah, voilà. Ah voilà, nous sommes le 21 novembre et tu ne sais toujours pas. Excellent. Oui, alors il y en a de fait, ils savent pas, mais ici, donc, comment on fonctionne beaucoup, c'est on fonctionne en leur disant, écoute, moi, je réponds pas. Réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu dois faire avec cette feuille-là? Et puis il dit, bah, madame doit la corriger. Ok. Ben, écoute, regarde un peu dans la classe, cherche tous les endroits où on a mis des bacs, regarde, on a montré. Et en fait, on lui laisse un peu ce temps au début, chipoter un peu en classe. On voit qu'il est avec sa feuille, il tourne un peu en rond. Et puis, en fait, il va voir un endroit, il voit que la feuille des autres est pas vraiment là. Et puis, et en fait, il y a ce temps d'adaptation qui est là ou ben oui, ou comme on dit, il est un peu dans son jus, il est obligé de faire des expériences, il doit tester, mais si ce jour-là il trouve, ben, la probabilité que ce soit trouvé pour le reste de l'année, elle est plus grande que si on lui dit, mais enfin, ça a corrigé, ça fait 10 fois que je l'ai dit, tu sais bien que le bac à correction est à côté de mon bureau, parce qu'évidemment, du coup, lui, dès qu'il aura une feuille et qu'il n'a pas envie de réfléchir, il sait très bien qu'il suffit de venir le demander, quoi. Et donc, c'est vraiment cette logique-là de se dire, accepter aussi, comme on le disait, que ben, parfois, on leur laisse le temps, quoi. Et si ce jour-là, il fait un truc en moins parce qu'il met du temps à chercher, et même parfois, il y a des enfants, du coup, ils vont avoir l'idée de se dire, ben, je vais aller demander à un autre enfant. Ben, peut-être que, voilà, c'est une option qu'il peut envisager face à une difficulté, mais il ne pourra pas tous les jours être avec cet enfant-là, donc il va devoir être créatif. Donc c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est exactement le même vécu. De dire, ben voilà, les feuilles qu'on lit et qui vont être un devoir pour la maison, on va les ranger dans la farde de transport. Les feuilles à corriger, c'est dans le bac à correction. Les feuilles qui sont terminées, c'est aussi dans le bac à correction, etc. Donc, c'est cette logique où vous avez raison, soit de répondre par l'absurde, ou bien en fait de le laisser chercher. Et si vraiment on voit qu'il galère, le but c'est de lui donner un indice. Écoute, je vais te remontrer les endroits de la classe où il y a des bacs, tu mets bien dans ta tête, est-ce que c'est clair? Maintenant tu retiens, et le lendemain l'aider à progresser là-dedans. Et je rebondis, ce qui va être vraiment important, c'est que lui puisse vraiment réfléchir et faire le lien avec la question, bah, à ton avis, où est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre cette feuille. D'habitude, on la met où, la feuille, où les autres enfants, ils l'ont mis où? Donc, on peut le mettre sur la piste. Et par l'absurde, bah, j'ai une anecdote, hein. C'est une enseignante qui m'expliquait ça. Elle me disait, bah, les enfants, tous les jours, ils doivent déposer leurs devoirs dans un bac bien précis. Et alors, justement, c'était ces enfants où tous les jours, ils demandent, mais je ne sais pas où je dois la mettre. Et en réponse par l'absurde, l'institutrice a répondu dans la poubelle. Et elle a vu cet enfant qui a été mettre la feuille dans la poubelle. Donc, même l'absurde n'a pas permis à l'enfant de réfléchir. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qui avait une difficulté d'initiation telle que même là, il avait l'habitude, on lui dit je fais, donc on me dit poubelle, je mets dans la poubelle. Donc il n'y a même pas eu cette phase de réflexion pour se dire ah ben non, en fait c'est pas ce que madame attendait de moi et donc elle attendait de moi que je réfléchisse parce que c'est pas ça. Donc avec ce genre d'enfant, ben, ça va être important de reprendre vraiment petite étape par petite étape et alors à ce moment-là, lui poser la question bah, à ton avis, ben, comme je viens de décrire. Donc voilà, si l'absurde fonctionne, c'est très bien. Si pour certains enfants l'absurde ne fonctionne pas, ils le font vraiment pas exprès. Donc à ce moment-là, on redémarre et on refait petite étape par petite étape. C'est que l'initiation est vraiment endormie. Et alors, Juste une chose pour rebondir, effectivement, on dormit et donc n'est pas stimulé, non? Et donc, nous, ce que nous allons observer, c'est justement uniquement le manque ou le manquement de cette stimulation, mais en même temps aussi, ça nous donne des pistes pour savoir où est-ce qu'il faut activer, où est-ce qu'il faut stimuler. En même temps que ça peut être une difficulté pour l'enfant, c'est en même temps une opportunité de dire, ah, là, je sais où est-ce que je vais aller. Ces enfants qui ont de grosses difficultés de stimulation, par exemple, d'initiation, avec des choses basiques. S'ils ne s'initient pas avec des choses basiques, imaginez-vous pour les choses qui sont plus complexes, le travail scolaire. Donc, moi, on peut partir de son point de départ avec les choses plus basiques, plus adaptées à son niveau. Il va commencer à être plus acteur, hein? Il va être plus acteur. OK? Donc, parce que maintenant, je sais que la réponse ne va pas arriver comme ça, dès que, non, la professeure ne va pas me donner la réponse. Donc, dès le matin, il peut être plus actif. OK.
Puis, on a vu différents moments où on peut activer, donc, que ce soit avec les feuilles, que ce soit avec la lecture, que ce soit... Bon, il y a plein d'occasions avant de partir, quand il rentre. Donc, il va être de plus en plus actif. Donc, ça, évidemment, ça va les préparer pour quand il a l'explication de certaines leçons ou de certaines matières en spécifique. Là, il pourrait être plus réceptif. Par contre, les enfants qui sont très passifs, très passifs, très passifs, oui, on peut s'assurer qu'après, il y aura l'explication d'un exercice et ils vont continuer de la même manière. ¿No? Passer à la slide suivante, s'il te plaît, Voilà. merci. On l'a déjà évoqué quelques fois ici dans le webinaire, mais donc j'ai mis en place des routines le matin et des routines de sortie de classe. Alors je vais vous expliquer brièvement. En fait, c'est parti d'un échange entre collègues où on s'est dit, enfin, où on a remarqué qu'en fait, on gardait nos élèves 2 ans et qu'après les 2 années, on était encore à devoir répéter des consignes, à devoir répéter comment cela fonctionne, les guider tout le temps. Et on s'est dit, en fait, zut, on est tout le temps le chef d'orchestre. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà mettre en place pour que nos élèves soient autonomes? Alors, le matin, ils arrivent comment? Donc, déjà, je travaille avec, vous allez peut-être en entendre parler plus tard, je détaillerai peut-être encore plus une autre fois pour ceux qui sont intéressés. Donc, j'ai travaillé la méthode du Twix. C'est quoi le tweak? C'est que quand on s'est rendu compte qu'en fait, les enfants, ben, on leur a peut-être jamais expliqué comment se ranger correctement. Et donc ici, j'ai pris du temps, plusieurs jours, je dirais, pour leur expliquer comment se ranger. Et donc, cette méthode fait en sorte que les enfants puissent monter calmement et correctement dans les couloirs, mais c'est aussi se déplacer correctement dans le rang ou en rang, en tout cas quand on sort à la piscine ou quand on a des sorties extérieures. Au moment où ils arrivent dans le couloir, mais comme tous les enfants, ils vident leur cartable, etc. Alors j'aurais expliqué 3 choses importantes le matin. C'est de un, tu rentres avec ta farde de transport. Donc là, dans ma classe, ça s'appelle la farde de transport. Je rentre dans la classe, je vide ma farde, je mets le devoir, je leur ai montré où se trouvait le bac des devoirs. Je vérifie si j'ai pas un petit message de papa, maman dans le journal de classe et eux-mêmes viennent me le montrer. Si tout ça est fait, si j'ai vidé ma farde correctement, que j'ai mis le devoir dans le bac très précis, que j'ai vérifié si dans mon journal de classe il n'y avait pas de mots, ils peuvent ranger leur farde de transport dans leur bureau et s'asseoir pour le démarrage. Ils ont au tableau le programme du jour qui est affiché, donc ils ont tout de suite une vision de ce qui va se passer sur leur journée. Et puis, le démarrage se fait, moi j'explique le programme et on se met en route. Et à chaque moment de récré ou au moment de sortie de classe, c'est la même chose. Donc, quand ils sonnent, je leur dis on range. Donc, j'ai pris du temps aussi pour leur expliquer comment on faisait pour ranger. Donc, ils ont des casiers à disposition, ils ont de la place dans leur banc pour certaines activités, leur trousse spécifiquement dans leur bureau. Et donc, ils se placent derrière leur bureau et ils savent, je leur donne le hockey. Le hockey, c'est quoi? C'est, tu as mis ta chaise correctement sur ton bureau est vidé, ta trousse est dans ton bureau et tes activités sont rangées au bon endroit. Donc, ta feuille d'exercice dans ton casier ou ta feuille, elle est en ordre, elle peut aller dans le bac rose, dans le bac bleu, etc. Si le hockey est donné, ils peuvent sortir de la classe. Donc, un enfant ne peut pas sortir tant qu'ils n'ont pas le hockey. Si je leur dis non, c'est à eux de réfléchir. Tiens, pourquoi madame, à ce moment-là, me dit non? Alors, ils savent que c'est soit mon bureau qui n'est pas rangé. J'ai aussi des balles de tennis sous mes chaises, donc ils savent aussi s'il y a une balle de tennis qui est mal, qui est détachée, s'il y a des papiers sous leur bureau, s'il y a un bic qui traîne, un crayon qui traîne. Voilà, c'est à eux de s'initier, c'est à eux de réfléchir et de se dire, tiens, pourquoi est-ce que je n'ai pas le hockey pour sortir? Donc voilà, ça a pris du temps, mais maintenant, moi, je ne dois plus répéter. J'ai juste à dire OK ou pas, et c'est eux qui se mettent en route
dans le cheminement de, tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas l'autorisation? Et donc, pour moi, c'est très confortable parce que ça me permet aussi d'être beaucoup plus sereine par rapport à ça. Et les enfants s'entraident aussi très fort entre eux. Donc, s'ils captent quelque chose, ben, ils vont s'entraider et je l'accepte. Voilà. Et au fur et à mesure des jours qui sont passés, ben, les enfants qui avaient très difficile, mais maintenant, ils sont autonomes et les sorties, les entrées en classe se font de manière sereine. Pour démarrer les apprentissages, c'est vraiment quelque chose que je vous force, c'est pas vous forcer, mais allez, Conseil, je vous encourage. conseille, je vous encourage, merci Kathleen, je vous encourage à mettre en place dans vos classes, et pour eux et pour vous, quoi. Il faut peut-être juste spécifier, hein, c'est comme on l'avait dit dans la théorie un peu plus haut, que c'est important aussi que l'enfant sache quelle va être la conséquence ou qu'est-ce qui va se passer. Oui. Donc, c'est vrai que de la Ouais. même façon, pour rentrer en classe, il fallait aussi donc prendre la farde, il fallait vider son cartable, donc c'est-à-dire sortir sa gourde, et s'ils avaient, c'était leur trousse. Donc, il y avait les trois choses, ils pouvaient se rappeler sur leurs mains. Donc, au début, on l'a mis en place. Quand ils voulaient rentrer en classe, s'ils n'avaient pas leurs trois choses, on leur disait simplement non, tu peux pas rentrer. Comme ça, ils étaient obligés de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors qu'avant, on disait, t'as pas ta farde, t'as pas ta trousse. Et gentiment, hein, ils allaient rechercher, ils allaient rechercher. Mais en fait, c'était juste très, très confortable pour eux parce qu'ils ne devaient pas réfléchir. Ils arrivaient, on expliquait ce qui manquait, on faisait un parfait chef d'orchestre à leur place. Et en fait, on continuait pendant des années, des mois à répéter. Et donc ici, c'était vraiment cette logique de pendant 2 semaines à peu près. Il y en avait une qui restait à l'entrée de la classe et au moment où l'enfant voulait rentrer, on lui disait juste, il y a un problème. Et donc là, il était obligé de réfléchir. Et maintenant, là où on voit une belle différence et que c'est vraiment super intéressant, c'est entre le cartable et la rentrée de leur classe, on voit des enfants qui font demi-tour parfois. Donc ça veut dire que ben, il y a une action mentale, ils sont en train de réfléchir, est-ce que j'ai bien les trois choses qu'on m'a demandé pour que je puisse rentrer en classe? Et donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose où on a vraiment vu une différence, c'est qu'il y avait, et ça c'est important à dire, hein, c'est pas une baguette magique, ce qu'on discutait avec Gabi tout à l'heure, c'est pas parce que je mets deux comme ça à mes élèves qui se rangent tous tout seuls et qui se déplacent parfaitement. On n'a pas de baguette magique, ça se saurait. Qu'est-ce qui fait? C'est le travail ou comme on l'a dit tout à l'heure, hein, euh, c'est le contrôle positif. On leur a expliqué ce qu'on attendait d'eux, on l'a dit précisément, on l'attend. Et puis, si ça ne se passe pas comme prévu, ben, il y a une conséquence. Ici, de nouveau, la conséquence, ben, elle va être bienveillante. On ne va pas hurler aux enfants, c'est toujours la même chose, tous les jours je te répète ta farce. C'est juste non, il y a un souci. Réfléchis, il y a un souci. Et du coup, ben, de nouveau, ça contribue à plus de sérénité. Et en gros, vraiment, c'est difficile 2 semaines. Et puis, elle est difficile. Ça demande un peu d'énergie et d'investissement 2 semaines. Et puis, le bénéfice qu'on en retire est tellement grand que voilà. Oui, et puis je rebondis aussi sur ce que Kathleen pardon, dit, c'est que en fin de journée, c'est pareil. Donc, en fait, les enfants ben, sortent de la classe et pour pouvoir descendre dans la cour, ils doivent avoir mis leur manteau, ils doivent avoir pris leur cartable. La gourde qui est dans les bacs, ben, elle doit avoir disparu et il ne peut plus traîner un bonnet ou un gant, etc. Et donc, quand les enfants quittent le couloir, tout est vide en fait, il n'y a plus rien qui traîne et entre eux ils s'entraident, ils voient une gourde qui traîne et ils savent que moi je donne pas le hockey pour descendre et donc parfois j'attends et en fait ils se rendent compte de ah oui pourquoi est-ce que madame me dit qu'on peut pas descendre quoi et donc ils regardent autour d'eux et entre eux ils s'entraident, tiens t'as oublié ton bonnet, tiens ta gourde est encore dans le bac et c'est très confort pour nous et je n'ai rien à dire, je leur dis juste non on descend pas encore. Même chose quand Kathleen expliquait, ben, c'est effectivement ça sert à rien si on ne le pratique pas et qu'on ne leur explique pas. Mais le vendredi, le mercredi, pardon, je me rends à la bibliothèque qui est au deuxième étage et je dois passer devant les classes de mes collègues. Eh bien, d'eux-mêmes, moi je suis à la fin du rang, d'eux-mêmes ils s'autorégulent et donc les premiers de rang font le signe et ceux qui le captent, les premiers qui le captent, mais tout de suite se mettent en pause, ils se taisent et tout le trajet se fait sereinement. Je passe devant les classes de mes collègues. Moi, je ne dois même plus rien dire, je ne m'énerve plus. Et c'est eux qui gèrent ça tout seuls, ils s'autorégulent. C'est vraiment quelque chose de très, très, très confortable pour nous en tant qu'enseignants. Tous ces petits moments où on voit tout ce qu'on a mis en place, c'est vraiment du positif et c'est vraiment ce que j'ai déjà dit avant, c'est une ambiance sereine. C'est vraiment ça. Et les enfants sont fiers d'eux, sont autonomes. Enfin, voilà. Je,
je sais plus ce que je dois dire d'autre, mais c'est déjà bien. Et j'aurais envie de rajouter, parce que je circule dans de nombreuses classes, je rencontre de nombreux enseignants, et donc ceux qui ont pu appliquer ces PIM à l'école rapportent les mêmes observations que Kathleen et Sandrine. Donc ce ne sont pas que Kathleen et Sandrine qui témoignent de tout ça, mais il y a de nombreux autres enseignants qui amènent tout l'aspect positif et le fait aussi que de stimuler ces fonctions-là sur des petites choses de tous les jours permettent à l'enfant de les activer aussi quand ils sont en exercice, quand ils sont en interro, quand ils sont dans la cour de récré par rapport au comportement, etc. Donc, c'est des fonctions, on vient finalement les booster, mais on vient les booster pour un peu les différents domaines qu'on a vus tout au départ du webinaire. Ben, je pense que tout doucement, ça nous amène vers la conclusion. On arrive à la fin de ce moment de partage. On avait vraiment envie avec Sandrine de vous dire, ben, tiens, qu'est-ce qui ressort? Avant, c'est vrai qu'on pensait que bah, dès qu'on avait un enfant qui était trop en difficulté et qu'on galérait, bah, que la solution était de les envoyer chez les spécialistes et qu'en gros, on leur refilait l'enfant et qu'on attendait un peu passif qu'on nous dise, allez, fais ça, et on attendait la baguette magique aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire que les spécialistes sont pas très importants aussi. La collaboration peut être super et vraiment source de beaucoup de progrès aussi. Mais ce qui est maintenant, c'est qu'on a l'impression que on a un rôle, autant que les parents, on a un rôle à jouer très important pour ces enfants qui galèrent, qui stagnent, qui, au contraire, qui s'agitent ou parfois on se sent perdu. Et ici, en fait, c'est ce que on a discuté, hein, c'est un peu c'est pas une méthode toute faite, c'est un peu une philosophie, c'est une nouvelle façon de voir les choses, un autre éclairage qui permet de dire, ben voilà, quand ça fonctionne pas, arrêtons de faire tout le temps encore plus la même chose tout le temps, essayons de prendre du recul et on va essayer de prendre les choses sous un autre angle. On pensait aussi très fort qu'on était là pour assister les enfants en difficulté et d'autant plus actuellement en Belgique pour tous les aménagements raisonnables. Hop, on posait un diagnostic, on mettait une étiquette et paf, on déroulait ces aménagements raisonnables. Et maintenant, se dire, ben, en fait, qu'est-ce qui est au service de l'enfant et qu'est-ce qui n'est pas au service de l'enfant? Qu'est-ce qui est au service de la stimulation de ses fonctions exécutives? Qu'est-ce qui n'est pas quand? Est-ce que je fais le chef d'orchestre à sa place? On a pris conscience aujourd'hui qu'on avait ben, le devoir en fait de créer des situations où les enfants peuvent expérimenter, développer et stimuler leurs fonctions exécutives plutôt que bêtement les assister dans d'autres situations où bah, on va être un peu la béquille, on va faire à leur place. Avant, surtout, ça c'est notre grand changement, on passait notre temps à répéter les choses, c'est ce qu'on disait même, on se fatiguait, on avait notre voix dans les oreilles toute la journée, on répétait, on répétait. Aujourd'hui, on découvre avec plaisir bah, les nombreuses ressources dont disposent nos élèves et à quel point en fait aussi, ils nous soutiennent parce que ça arrive régulièrement dans, ah, madame, t'as oublié ça. Ou en fait, on a même parfois une collaboration avec nos élèves où on est un peu tous dans le même bateau et on travaille au bien-être collectif. Et du coup, bah, ça amène à moins de dépendance à l'adulte aussi et beaucoup plus d'autonomie en classe. Ça pour dire aussi que s'il fallait une baguette magique, si c'était une baguette magique, ça se saurait. C'est aussi, il y a plein de choses qui sont très chouettes et qui ont l'air faciles, mais c'est vrai aussi que ça demande un peu du temps de formation. Au début, c'est difficile. Au début, ben, on retourne dans cette travers. Et ça, c'est très gai quand on a fait du co-enseignement, c'est que finalement, on en a rigolé entre nous parce que parfois on était partis et puis la collègue disait, je rêve, tu es encore en train de répéter. Et du coup, oups, on se reprenait, on réajustait. Et donc, c'est vrai que ça vient pas comme ça. Mais c'est vrai aussi que, ben, comme les élèves, on a tâtonné, on a échangé avec Gabriella, on a cherché, on s'est informé, on a approfondi certaines formations. Et donc, c'est vrai aussi que voilà, c'est un peu ce soir, c'est un peu une introduction qui vous montre ben, l'ouverture et le champ des possibles. Mais c'est clair que pour être à l'aise, pouvoir appliquer cette méthode spécifiquement avec des enfants en grande difficulté et pouvoir cibler de façon plus précise, ben, il n'y a rien à faire. Il faut pratiquer, il faut se former davantage, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de possibles et nous, voilà, on a retrouvé de la motivation parce qu'on a un challenge, on a un challenge au quotidien. Oui, et que tous les outils que l'on met en place ou que l'on crée, ça demande pas trop de matériel, etc. C'est vraiment comme on sort pas de là avec
d'une formation CPM en se disant purée, j'ai tout ce matériel-là à devoir créer, pas du tout. Et les outils, parfois, mais ça nous vient tout à coup, on réfléchit on est dans une activité, puis que ce soit l'une ou l'autre, on se dit, mais en fait, est-ce que ça, on a un jour expliqué à nos élèves? Est-ce qu'on leur a donné la possibilité, on leur a donné un outil pour arriver à l'objectif de cette activité-là? Et donc, il y a plein d'outils ici dont on vous a pas fait part, mais voilà, on a encore une banque d'outils qui sont là et qu'on pourra vous expliquer si vous êtes intéressé par la suite. Mais voilà, c'est vraiment, comme disait Kathleen, vraiment une philosophie de travail et, ce co-enseignement dont je bénéficie, ben, ça aide beaucoup aussi pour prendre du recul parce que c'est vrai que quand on est dans notre journée, dans toutes les activités, etc., on n'a pas toujours le temps de prendre ce recul qui est parfois nécessaire et le fait d'être à deux en classe, ben voilà, aide beaucoup à ça aussi, quoi. Merci beaucoup, Kathleen et Sandrine, pour votre partage, votre témoignage. Et effectivement, CPIM, ici, vous avez vu un petit aperçu de l'application qui peut être faite. Après, sur toute une journée, il y a vraiment beaucoup d'opportunités où on peut venir stimuler les fonctions exécutives pour tous les enfants, donc pas que ceux en difficulté. Et également, on peut approfondir la formation avec comment agir chez des enfants qui ont des difficultés vraiment très spécifiques. Parce qu'on parle d'aménagement raisonnable, de sélectionner un petit peu ceux qui sont judicieux ou pas pour amener cette juste aide chez l'enfant. Et l'idée, c'est vraiment que l'enfant, malgré ses difficultés, il puisse utiliser en autonomie ces outils. Que vous ne soyez pas là en béquille par rapport aux difficultés, mais vraiment ça. Que de lui-même, il puisse penser à prendre ses choses, penser à utiliser ce qui est bien pour lui. Et pour l'instant, on voit beaucoup d'enfants qui finalement on englobe les difficultés de troubles dans les difficultés également exécutives. Or, celles-ci, elles doivent vraiment venir être stimulées au quotidien. Je peux te demander de passer la slide suivante, Gabi, s'il te plaît. Et donc, j'ai envie de vous dire, profitons de tous les moments opportuns justement pour activer les fonctions exécutives chez vos élèves. Et plus la fréquence va être grande, plus les fonctions exécutives vont être stimulées. Et donc, les fonctions exécutives seront optimales. Et comme on a vu tout à l'heure, de bonnes fonctions exécutives, ça veut dire que c'est une meilleure des capacités d'avoir une meilleure concentration, une meilleure attention, une meilleure gestion de son comportement, une meilleure capacité de raisonnement, meilleurs apprentissages, meilleure gestion émotionnelle et encore beaucoup d'autres choses. Et donc, en conclusion, vraiment un meilleur bien-être, que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour vous, enseignants ou adultes qui accompagnent les enfants. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, Un petit feedback à Julie, un petit dernier commentaire. Donc, aussi, je vous invite à peut-être commencer à adopter un réflexe. Comme vous voyez qu'un enfant, que ce soit il ne démarre pas, que ce soit il ne finit pas, s'il montre une difficulté, de se poser plutôt la question, est-ce que cet enfant a été stimulé? On peut le stimuler avant de voir peut-être, OK, il a un problème. Peut-être, ça c'est le signe qu'on n'a pas encore stimulé son inhibition ou son initiation. Qu'on a l'occasion de le faire à l'école. Évidemment, aussi les parents, parce que ce n'est pas uniquement vous que vous avez comment dire, la responsabilité, ce sont évidemment aussi les parents. Et donc, à ce moment-là, la nouvelle de CPIM, les thérapeutes qui pourront à ce moment-là, si vous souhaitez adresser aux parents, elles pourront accompagner l'enfant justement dans ces mêmes démarches d'aller stimuler ses fonctions exécutives. Et pour clôturer donc les webinaires d'aujourd'hui, donc rappelez-vous, si vous êtes en train de faire beaucoup de répétitions, vous êtes en train de faire les chefs d'orchestre. L'enfant a ses chefs d'orchestre. Et pour vous, évidemment, c'est fatigant, énergivore de les faire. Et à ce moment-là, l'enfant n'a pas, ou on perd en tout cas à ce moment-là, l'occasion d'aller stimuler, de développer un peu plus son chef d'orchestre. Merci à toutes pour votre attention, pour votre intérêt.
Et ici, c'est un nouveau projet. Le replay sera diffusé. Si vous souhaitez le partager avec vos directrices, avec tous vos collègues, honnêtement, c'est ça notre objectif. C'est commencer à sensibiliser, se rendre compte qu'on a un rôle. Et si vous l'avez vu ici avec tous les exemples qu'on a vus aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de grosses choses, c'est uniquement modifier. On commence avec, par exemple, ne pas donner la réponse, par exemple, ne pas anticiper. Ce sont de toutes petites gestes qu'on peut commencer à faire. Donc, merci à tout le monde. Et maintenant, je laisse à Julie et faire les dernières slides. Bah, tu as déjà bien clôturé, Gabi, donc je ne vais pas faire une redite. Mais voilà, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre page web ou alors nous rejoindre sur notre page Facebook. Et également, si vous souhaitez recevoir les newsletters, vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Belle soirée à tous et merci beaucoup pour votre participation et votre écoute.